Bonsoir à tous. OK, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir à notre événement Grand Prix littéraire. Je m'appelle Catherine Philippe, je suis la coordinatrice culturelle et des réseaux sociaux ici à l'Alliance française de Washington. Il y a quelques gens qui arrivent. OK. À l'Alliance française de Washington, le mois à venir sera riche en événements culturels enrichissants. Le 7 février, nous avons Femmes et Justice, le tribunal international des crimes contre les femmes. Ça sera à 14 heures en ligne depuis la France. Le 12 février, une célébration de la rose intemporelle. Ça sera chez Diptyque. Le 18 février, une conférence sur le Louvre. Ça sera ici à l'Alliance française de Washington. Et ces deux derniers événements sont déjà complets. En mars, nous avons le 4 mars, dictée de la francophonie, qui sera une dictée en ligne pour la compréhension de la langue française. Ensuite, le 7 mars sera notre Salon du livre francophone avec Bonjour Books qui est ici avec Aurélie et Jennifer. Le 13 mars, rencontre avec l'artiste libanaise Bian Bocher. Le 14 mars, une visite guidée des ambassades francophones le matin et un événement en ligne avec l'auteure canadienne Elodie Mbappé l'après-midi. Et ça sera à 14 heures aussi. Le 19 mars, notre célèbre Nuit de la poésie à la bibliothèque de Martin Luther King, ici à Washington. Et nous aurons aussi nos tours en français du Musée national d'art africain. Merci de trouver ces événements sur notre site web francedc.org. À Bonjour Books à Kensington, nous avons le club de lecture silencieux le 6 février, l'heure du camp Chandler le 8 février. Et à la Villa Albertine, nous aurons le 5 mars un concert de musique classique et le 24 mars, concert de pop et country. À partir du 27 mars, il y aura un festival de films franco-italien. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants ce soir. Tout d'abord, nous avons Linda Frenois, directrice et attachée culturelle de la Villa Albertine. Bienvenue, Linda. Bonsoir à toutes et tous. Jennifer Fulton, propriétaire de Bonjour Books. Bonsoir, Jennifer, bienvenue. Bonsoir. Ensuite, Aurélie Breton, responsable des événements. Bonjour Books. Bonsoir, Bonsoir. Aurélie. Bonsoir. Logan McDermott Mustowi, notre bibliothécaire ici à l'Alliance française de Washington. Bonsoir. Bienvenue. Et enfin, nous avons Sarah Delagenty, directeur exécutif de l'Alliance française de Washington, D.C. Merci beaucoup et bienvenue, Sarah. Bonsoir et je remercie particulièrement tous ceux que je reconnais et notamment je veux saluer Catherine Gordon qui nous a rejoint depuis la Colombie, donc en Amérique du Sud, n'est-ce pas, et qui est une ancienne membre et étudiante de l'Alliance et qui nous soutient toujours. Je voudrais aussi souligner certains de mes... Candace, qui est une docente du National Museum of African Art, Terry Mertz, ainsi que Mélanie Laforce, et je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre qui est d'un de mes élèves passer par là. Donc voilà, les membres du board, Keisha Brown et Annie Sayce, et puis une ancienne professeure de l'Alliance qui se trouve être là et qui maintenant est à Sidwell Friends Clermont-Ferrand. Voilà, et puis aussi Roselyne Chang, qui était un membre du book club que j'avais à l'époque, Avid Readers in DC, et qui nous a aussi rejoints. Voilà, je vois, ça c'est pour ceux que je peux voir depuis mon écran, et je remercie aussi tous ceux qui sont là, Bonnie, Bassima, une professeure de l'Alliance aussi, Danuta, et bien d'autres que je reconnais et qui sont là, qui sont arrivés. Voilà. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui nous rejoindront plus tard. Voilà. Donc, et je pensais avoir vu passer Sophie, mais bon, je la vois pas. Donc, ah non, elle est là. Oui, oui, elle est là aussi. Donc voilà. Et Sabrina aussi. Donc, merci à tous à tous ces amoureux de la littérature qui sont là aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous allons vous parler parce que bien sûr que nous allons vous annoncer le prix littéraire Alliance française Bonjour Books vers la fin.
de l'événement et nous en parlerons. Mais d'abord, nous allons vous parler de quelques livres parisiens que nous avons pris, plutôt des prix parisiens que nous avons lus, certains d'entre nous. Et donc, je vais les mettre sur l'écran. Comme ça, si jamais vous avez besoin des titres, vous les aurez aussi. Donc, nous avons lu, certains d'entre nous ont lu Passagère de nuit de Yannick Lahens, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française. La nuit au cœur de Natacha Apana, qui a eu 3 prix, dont le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens et quelque chose d'autre. Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, qui a eu le prix Médicis. Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui a eu le prix Renaudot. Et puis Toutes les vies de Rebecca Warrior, qui a eu le prix de Flore 2025. Ce sont des grands prix, des prix parisiens pour ces personnes-là. Et on va commencer par Jennifer, qui va vous expliquer pourquoi elle a tant aimé Passagère de nuit de Yannick Lahens. Ok, j'ai pas encore dit que je l'aimais, hein. Mais effectivement, j'ai adoré. Avant de plonger dans le livre, un mot sur l'autrice, Yannick Lahens. Elle est bien connue, je pense que par tout le monde, j'imagine, une des voix les plus puissantes et respectées de la littérature haïtienne contemporaine, et francophone tout court. Elle a remporté le prix féminin en 2014 pour son livre Bain de lune. Et là, avec ce récit, Passagère de nuit, je l'ai vue interviewer pourquoi est-ce qu'elle a écrit cette histoire, et elle s'est vraiment inspirée de sa propre ligne. Ses aïeuls, ses bisaïeuls, elle en connaissait très très peu. Elle savait qu'elle avait quelqu'un de sa famille, une arrière-grand-mère qui était venue de la Louisiane. Donc elle savait rien du tout. Elle a puisé dans son imaginaire pour développer cette histoire. Donc il s'agit d'histoires globalement de deux femmes haïtiennes de différentes générations. Euh, donc, on commence à Louisiane, en fait, à Nouvelle-Orléans, vers 1820, avec Elisabeth Dubreuil. Donc, elle tient son tempérament de feu de sa grand-mère, qui était ancienne esclave, venant de Haïti, qui avait juré de ne plus jamais dépendre d'un homme. Il arrive à Elisabeth quelque chose qui fait qu'elle doit fuir la Louisiane pour Port-au-Prince, terre de sa grand-mère. On va pas dévoiler la raison pour sa fuite, mais c'est très intéressant. Au Cap Français, à Haïti, plus tard, en 1867, on croise Regina, il y a un lien aussi entre ces deux femmes, qu'on ne dira pas. Et Regina, là, elle est partie de rien et également esclave pour devenir la maîtresse d'un général important et influent. Et à travers elle, on découvre aussi une ténacité silencieuse, une force qu'elle a appris d'autres femmes pour résister au coup de son sort. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce récit, c'est justement surtout la première partie dans l'histoire de Louisiane française et son lien avec Haïti. Donc surtout pour une Américaine, et on cette terre qui a partagé des nationalités, des doyens de françaises et américaines, c'est quelque chose qui est vraiment nous relie les deux peuples. Donc c'était très intéressant de découvrir cette histoire. Et à travers cette famille, et donc on apprend sur toutes les vagues d'immigration venant d'Haïti en Louisiane, pourquoi, qui est venu à quel moment, les relations différentes entre les anglophones, les francophones, les Amérindiens qui existaient là-bas, et justement ça, elle a donné vraiment de la chair à cette histoire, et on voit combien ça se mélange, créole, anglais, les noms des rues, des plats, donc c'était super. Et aussi d'un côté c'est le côté roman historique, c'est formidable. Le style est fantastique, c'est déjà connu, là, Yannick Lahens, elle est bien prouvée comme romancière d'une poésie, une beauté. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'était les styles contrastés des deux personnages. Donc, comme Elisabeth est lente, elle est posée, vraiment, on est calme en lisant. Elle écrit avec poésie.
Mais une fois qu'on commence à écouter l'histoire de la voix de Regina, c'est une tempête, donc ça change complètement. Il y a point d'exclamation partout, des déclarations d'amour. Je voulais donner un exemple, mais je disais, est-ce qu'on a le temps que je donne, je lise du texte Ça prend vite pas 10 pour que minutes. vous voyez les contrastes? Parce que, alors là, au moment du départ de Elisabeth vers Haïti, elle décrit un peu, elle est au port, en attendant le bateau, et elle dit au revoir un peu à sa terre natale. Euh, donc voilà, je cite. C'était l'odeur et le goût des choses inconnues. Le passé gisait en moi, désolé, et j'étais ivre de cette liberté-là qui traçait un chemin. Je ne savais pas où elle m'entraînerait, mais je lui faisais une confiance aveugle. J'étais légère comme dans un rêve. Alors là, et puis on a encore quelques pages jusqu'à ce qu'on entend le voix de Regina. Euh, alors, là, elle commence par une déclaration d'amour à ce général qu'on connaît pas encore, mais c'est un général, je pense, qui a lutté pendant l'indépendance haïtienne. Et elle fait tout comme une lettre d'amour à lui. Elle raconte. Tu es arrivé dans ma vie comme ces cyclones du mois d'août qui, à grand renfort d'orage, de brassées d'eau et de vent, déracinent les arbres, décoiffent les cheveux et chaument des maisons et emportent vie, biens et meubles. Tu ne m'as ni déraciné, ni décoiffé, ni emporté. Je t'ai laissé me traverser et j'en suis encore secoué. C'est peut-être pas le meilleur exemple, c'était le plus calme en fait des phrases que j'ai lues. Donc voilà, c'est pour conclure. Au, au fond, c'est un hommage vibrant à la force des femmes haïtiennes. Ça se lit facilement, c'est un pur plaisir. Et ça a introduit aussi doucement des chansons en créole avec des traductions en français. Et ça nous montre que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec les vainqueurs, mais aussi dans le silence de celles qui ont gardé la mémoire vivante. Donc voilà, ça c'est ma petite conclusion. Merci beaucoup, Vivement recommandé. Jennifer. Mhm. On va passer à Logan qui va nous parler de La nuit au cœur de Natacha Apana. Alors, donc, oui, la Nuit à cœur, ça a gagné trois prix principaux. C'était, je crois, le prix féminin, bien sûr, mais aussi le prix encore des lycéens et le prix Renaudot des lycéens. Euh, alors, c'est assez, euh, c'était assez euh, bien reçu comme livre. Et moi, je l'ai aimé beaucoup. Il s'agit d'une exploration très, très émouvante, très réfléchie d'un sujet qui est vraiment lourd et même horrifiant. Et ça, c'est la violence conjugale et le féminicide. Ce livret mêle l'expérience de l'autrice euh, avec, euh, avec les expériences de deux autres femmes qui ont vécu la violence. Et, mais la différence, c'est que l'autrice, elle a survécu. Et les autres deux femmes sont mortes. Euh, oui, aux mains d'un partenaire, d'un compagnon romantique, un mari ou un compagnon. Euh, et une des deux femmes, c'est sa cousine, Emma, et l'autre, c'est Shahnaz Daoud, qui est une autre femme qui a été assassinée par sa compagnon. Euh, et quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans ce livre, c'était le rôle de l'acte d'écrire c'est-à-dire la gravité et la signification de l'écriture en tant que processus et en tant que produit. Euh, Parce que c'est à la fois une pratique, on a le sens que c'est une pratique thérapeutique pour l'autrice, mais également c'est un moyen de témoigner et aussi un acte de résistance. Euh, et en termes de langage, j'ai trouvé que l'écriture est vraiment riche en allusions, plutôt en allusions littéraires.
Elle est évidemment quelqu'un qui, euh, qui pense soigneusement de la littérature et du milieu littéraire, honnêtement, parce que son expérience, c'était informée par le pouvoir d'un poète qui était à la fois très charmant, mais également très abusif. Donc, c'est un peu un commentaire sur le rôle que le pouvoir peut jouer dans un milieu littéraire. Euh, à part à ça, euh, avec tous ces allusions littéraires, l'écriture reste vraiment ancrée dans la qualité poétique des images très détaillées. Donc, ça m'a plu aussi. Euh, et quelque chose d'autre, c'est qu'elle elle n'hésite pas à exprimer vraiment sa rage. Et ça, c'est une émotion qui a longtemps été plus fortement associée à la masculinité et les hommes. Euh, et je crois qu'il y a vraiment un pouvoir dans la rage féminine. Donc, ça m'a intéressé aussi. Et oui, et un autre thème qui a figuré dans ma propre lecture du livre, c'était la distinction entre parler avec un sujet ou quelqu'un et parler pour quelqu'un. Parce que Apana, elle vraiment, elle est en train de condamner les médias et les journalistes pour leur sorte de sensationnalisation de la victimisation. Et elle prend grand soin de distinguer sa propre voix de ses observateurs moins sympathiques, moins impliqués même. Mais la question pour moi, ça reste, c'est qui a vraiment le droit de parler pour les morts et comment exprimer notre solidarité avec les victimes sans superposer nos propres voix à celles de nos sujets. Donc, ça, c'était euh, mes impressions de ce livre. Merci beaucoup, Logan. Et ça va, c'est très bien parce que ça va rejoindre un petit peu ce dont je vais parler moi aussi tout à l'heure pour certains points. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les croisées qu'on a pu faire sans le savoir. Aurélie, Kolkhoz. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, ben, moi j'avais choisi de vous parler de Kolkhoz. J'aime beaucoup Emmanuel Carrère, donc j'étais plutôt positive dans mon choix. Bon, il se trouve que j'ai pas du tout accroché avec ce livre, donc je serais heureuse d'avoir un dialogue avec ceux qui l'auraient lu, parce que moi je pense que je suis passée à côté. Donc Emmanuel Carrère, il raconte l'histoire de sa famille sur plusieurs générations. Le point de départ, c'est la disparition de sa mère, Hélène Carrère d'Encausse. Et à partir de là, Emmanuel Carrère, il reprend les recherches généalogiques de son père, parce que c'était sa grande passion. Donc des recherches extrêmement poussées. C'est toute la première partie du livre, en fait. Alors, on part dans de la généalogie. Alors, franchement, je me suis même dit qu'il fallait que je prenne mon papier et mon stylo pour recréer un peu tout cet arbre, mais c'est pas tellement. Enfin, vous savez, parfois, quand on n'est pas touché par un livre parce que c'est pas le moment, c'était peut-être ça. Moi, j'avais peut-être envie d'autre chose. En tout cas, quand je l'ai lu, moi là, ça m'a pas touché. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend donc toute l'histoire en fait généalogique de sa mère au travers les recherches de son père. Donc, c'est la famille Zourabichvili. Et puis, alors, à partir de là, en fait, il va surtout parler de sa mère et de sa famille. Il en profite aussi pour parler en gros enfin il part aussi en Ukraine. Enfin, il fait pas mal de choses, mais je l'ai pas lu en entier. Je dois vous dire, j'ai dû l'abandonner parce que et je vais pas broder dessus.
vraiment toute cette partie sur la généalogie m'a vraiment plombée. Je vais quand même aussi vous dire que j'ai lu la fin, quand même. Et là, j'ai été un peu plus touchée, j'ai lu les derniers chapitres. Parce que dans des critiques, j'avais vu qu'il parlait énormément de sa mère, que c'était assez touchant. Il est assez dur avec elle, mais en même temps, c'est vrai que sur la fin du livre, là où on est donc dans quelque chose d'un peu plus, pour moi, profond et pas juste descriptif sur cette famille. Je comprends, hein, parce que c'est le point de départ de toute une saga, une fresque, ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai lu sur la fin de vie de sa mère, j'ai trouvé ça, et la manière dont il en a parlé, là, j'ai été touchée par son écriture, un peu moins du coup sur toute la saga, mais encore une fois c'était peut-être pas mon moment puisque je vous rappelle qu'il a eu le prix Médicis et que la critique était plutôt très favorable. Oui, mais la critique parisienne est toujours favorable avec les auteurs parisiens. Ça, c'est mon opinion personnelle et beaucoup de monde le sait. Mais moi, je connais quand même Emmanuel Carrère pour l'avoir rencontré, pour l'avoir reçu à l'Alliance ici. Je peux vous dire que c'est un homme arrogant, insoutenable et narcissique. J'ai lu tout sauf Kolkhoz que je lirai parce que je m'oblige à lire Emmanuel Carrère. Le seul livre que j'ai aimé de lui, c'était Limonov. Et puis d'autres vies que la mienne où je m'étais dit, tiens, pour une fois, il parle de quelqu'un d'autre que de lui. Oui, les Zubashvili, sans sa famille géorgienne, il y a eu des gens qui sont devenus premiers ministres depuis entre-temps. Mais bon, et puis il y a aussi tout le fait qu'un de ses grands-pères était pendant la Deuxième Guerre mondiale du côté des nazis. Oui, Et c'est là qu'on peut enfin, du côté des collaborateurs français, je dirais. oui, Et on peut se demander aussi, quant aux révélations sur sa mère, si, un petit peu comme Christine Angot, et c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure quand on aura notre conversation ensemble, et si l'autofiction ne fait pas plus de mal qu'elle fait de bien, et que si c'est une question de thérapie, comme tout à l'heure disait, je crois Jennifer a mentionné la thérapie, l'écriture ou peut-être Logan, un acte de thérapie, c'est peut-être un acte de thérapie, mais peut-être que ça doit rester un acte de thérapie intime. Quant à moi, je vais vous présenter deux livres, un que j'ai adoré, enfin un que j'ai adoré, un que j'ai bien aimé, parce que moi, adorer les livres, il faut vraiment que ce soit très, 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 très particulier, et donc je verrai. Donc, je l'ai bien aimé parce que j'appelle ça ce qu'on appelle en anglais un beach book. Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre avec un peu plus de qualité qu'un livre qu'on amène quand même sur la plage avec soi, d'abord au niveau de l'écriture, parce que Adélaïde de Clermont-Tonnerre, elle écrit bien. Mais elle écrit bien, mais c'est une facture très classique quand même, hein. C'est pas une déconstruction de la langue. Et moi, j'aime bien justement les voix qui amènent une certaine déconstruction de la langue. Donc, on en reparlera plus tard. Mais le, je voulais vivre. Le titre, on pourrait se dire, ah, ben, c'est peut-être une héroïne qui va, ou un héros à qui va arriver une maladie ou quelque chose comme ça, parce que, bon, il y a ça. Mais non, pas du tout. En fait, et c'est ça qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est le bémol que je mettrais dans ce livre, c'est que Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires. Et Je voulais vivre, eh bien, c'est la vie de Milady, celle qui est la méchante dans Les Trois Mousquetaires. Si vous vous en souvenez, si vous les avez lus comme moi, j'étais passionnée de romans de cap et d'épée, comme d'ailleurs Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui le dit aussi à la fin du livre. Donc, elle a voulu écrire la vie de cette Milady qui est méchante, et elle dit que Alexandre Dumas, en fait, aurait peut-être dû, c'était au 19e siècle, euh, il a écrit un roman masculin, viril, avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, comme tout le monde le sait. Mais Milady avait le mauvais rôle. Cependant, il y avait quand même une femme qui n'avait pas le mauvais rôle, qui s'appelait Constance, si vous vous souvenez des Trois Mousquetaires. Et donc, ce que fait ici Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est que Constance, finalement, elle n'est pas toute blanche comme elle l'était dans le livre d'Alexandre Dumas. Elle est plutôt grise, je dirais. Et Milady n'est pas toute noire non plus comme elle l'est dans le roman d'Alexandre Dumas. Elle a aussi, elle est grise. Et donc, elle a inventé son histoire. Donc, quand Aurélie parlait de généalogie, il y a une certaine recherche généalogique aussi dans ce livre qui est intéressante, mais il y a aussi un petit peu, justement, comme le mentionnait Logan avec l'acte d'écrire et la sensationnalisation de la victimisation. Est-ce que c'est le cas pour Milady? Est-ce qu'elle était victime ou bourreau, ou les deux? Parce qu'on peut être, on peut tout à fait, une victime peut se retrouver être bourreau justement à cause de ce qu'elle a vécu en tant que victime. Et c'est la question qu'on peut se poser.
Donc c'est bien écrit, ça se lit rapidement, c'est une facture classique. C'est intéressant d'arriver, de vraiment de lire jusqu'à la fin parce que je me suis quand même, moi ce qui me gênait, c'est un petit peu comme tous ces romans qui se retrouvent être des réécritures ou des suites de quelque chose qui existe déjà. Généralement ça m'énerve, mais bon là ça m'a pas trop énervé. Heureusement parce que à la fin elle dit pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a choisi de faire ça, etc. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce dernier chapitre, je me serais peut-être dit, oui, bon, ben, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, elle savait pas quoi écrire, elle nous a fait quelque chose de classique, de sympa, on peut l'amener sur la plage, voilà, en gros. Mais voilà, c'est un livre qui est paru donc chez Grasset, couverture jaune habituelle. Et puis, je me suis dit, je vais lire un premier roman primé, parce que les premiers romans primés, ça se compte sur les doigts de la main en France, hein. Ça se compte sur les doigts de la main, puisqu'en général, ce sont toujours les mêmes qui chaque année répondent un livre et reçoivent un prix. Donc ici, Rebecca Warrior, un nom anglais, un prénom Rebecca avec un K. C'est un pseudonyme. Elle a un nom bien français dont je ne me souviens plus, mais elle s'appelle aussi Rebecca Eno Warrior parce qu'elle est devenue aussi bouddhiste et qu'ils lui ont donné un middle name, un nom du milieu bouddhiste. Ça s'appelle Toute Lévi. Et alors, Rebecca Warrior, elle est surtout connue pour avoir été dans la mouvance musicale française punk des années 80 et 90. C'est une mouvance musicale que moi j'aime bien. Elle connaissait de Clash, Propaganda, la mouvance punk, enfin New Wave, disons, allemande, britannique, etc. C'était ma musique préférée quand dans les années 80-90, donc pour danser. Et donc, j'ai commencé le livre avec vraiment aucun a priori négatif. Au contraire, j'étais vraiment partie pour me dire c'est un premier roman, c'est quelqu'un qui était dans la mouvance musicale, ça va être bien, ça va être génial, etc. Et tout de suite, quand on commence le livre, on se dit oulala, c'est une écriture un petit peu déconstruite. Tout d'abord parce qu'un petit peu comme David Fuenquinos avait fait avec Charlotte, elle va à la ligne à chaque phrase, n'est-ce pas? Donc ça m'a pas gêné. Moi, j'avais bien aimé Charlotte de Fuenquinos. C'était un petit peu facile de faire ça, mais ça se prêtait bien au thème. Et là, elle fait pareil. Donc, et en plus, elle inclut dans chaque chapitre, en fait, a le titre d'un livre dont elle va mettre des extraits dans le chapitre en question. Donc, le premier chapitre s'appelle Les mots, comme vous l'avez deviné. En exergue, il y a une citation de Jean-Paul Sartre et elle va parler de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir dans ce premier chapitre, pendant qui est assez long d'ailleurs, hein, le chapitre 2. Ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle Le loup des steppes, c'est tiré d'Hermanès, un auteur allemand. La cérémonie des adieux, donc de Simone de Beauvoir. Chaque confession et rêverie du promeneur solitaire de Rousseau. Enfin bref, chaque chapitre a une relation avec un livre soit qu'elle a lu, soit qu'elle est en train de lire et dont elle va mettre des extraits. Elle va aussi mettre des extraits de ses carnets intimes, parce qu'elle écrit de manière prolifique, soit elle écrit des textes de chansons, soit elle écrit de son journal intime, etc. Et c'est très important parce que ce qu'elle raconte dans ce livre, en fait, et qui est de l'autofiction, et ça m'a beaucoup gênée, moi personnellement, c'est euh, c'est la mort, comment elle a accompagné en tant qu'accompagnant, en tant que guide, la mort de sa femme. Donc Rebecca Warrior fait partie du mouvement LGBT. Et elle a accompagné sa femme, donc Pauline, qui meurt d'un cancer du sein qui est pris trop tard. Pendant qu'elles étaient en vacances, elles s'en sont pas. Une boule est arrivée sur le sein de Pauline. Elles se sont dit, oh non, c'est rien de grave et tout, etc. Et en fait, c'était trop grave. Et quand elles sont rentrées en France, eh ben, c'était vraiment très grave. Et suite à ça, donc, qu'est-ce qui se passe après? Comment elle vit son veuvage? Et comment aussi elle a vécu cet accompagnement? Euh, et c'est là qu'on se dit, elle n'a pas respecté, en quelque sorte, la personne qui mourait. Non seulement elle ne l'a pas respecté probablement pendant qu'elle l'accompagnait, parce que c'est dur d'accompagner quelqu'un qui meurt et qui a le cancer du sein, et ça peut vraiment faire tomber dans la dépression, c'est sûr, ou toute autre maladie. Mais moi, personnellement, j'ai vécu 3 ans le coma de ma mère, et ça m'a un petit peu gênée de me retrouver face à ça, peut-être à cause de mon vécu personnel, mais aussi parce que je trouve que c'est gênant de mettre tout ça, pas de laver son linge sale, un petit peu comme l'a fait Christine Angot dans l'inceste, mais d'exposer tout ça
Je me suis demandé si elle avait demandé l'autorisation aux parents, aux amis, aux frères et sœurs, s'il y en avait, etc. Parce qu'elle a beaucoup de remerciements à la fin, mais je ne suis pas sûre de ça. Et puis, le livre, dans la déconstruction de l'écriture, à certains moments, par exemple, il y a 4 pages de liste de personnes à ne pas oublier pour les obsèques. Ou alors, il y a une liste de livres à la page 70 qu'elle lit, et donc elle les énumère tous. Ou bien les courses à faire, ou bien des associations. Il y a à peu près une dizaine de pages dans le chapitre 3, autoportrait, de la page 52 à la page, je vais vous lire ça, à la page 67, de la page 52 à la page 67, il y a ce qu'on appellerait, si c'était Jacques Prévert, il dirait que c'est un inventaire à la Jacques Prévert. Mais ce n'est pas vraiment un inventaire. Ce sont des listes de mots. Parfois, il y a des jeux de mots dedans, mais bon, ça couvre une dizaine de pages, ou même une douzaine de pages. On se demande un petit peu pourquoi. Donc, il y a des extraits de poèmes qu'elle a écrits ou d'autres qu'elle n'a pas écrits. Elle parle notamment le dernier chapitre, je crois bien, s'appelle Vivre vite, qui était le livre qui a eu le prix Goncourt aussi, de Brigitte Giraud, qui est aussi un livre d'autofiction, qui révèle aussi ce qu'elle a fait quand son mari est mort d'un accident de moto. Donc il y a tous ces parallèles littéraires, un petit peu, ces connotations littéraires du début jusqu'à la fin. Alors les connotations littéraires en soi ne sont pas gênantes, parce qu'on voit que Rebecca Warrior, c'est quelqu'un qui a un arrière-plan fort, qui est intellectuellement forte, mais en même temps, elle est très narcissique. Alors là, pour le coup, avec Emmanuel Carrère, ça c'est le couple de narcissiques de la littérature française, et je dirais il y a Christine Angot en tertio. Mais j'étais vraiment partie avec un a priori complètement positif, et je l'ai lu en 48 heures, donc parce que je lis vite. Mais je pense que c'est pas, ça m'a gêné quelque part. Disons que je ne l'offrirai pas à quelqu'un, même pas à un ennemi, parce que j'aurais peur qu'il souffre. Qu'il souffre parce que donner ce livre en cadeau à quelqu'un, pour moi, c'est comme faire une malédiction. Et je ne suis pas tellement superstitieuse, mais vous voyez, c'est ce genre de sentiment que ce livre m'a donné. Voilà pour cette première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. Je vais changer ma slide. Nous avons fait, le 28 octobre, nous avions annoncé la liste longue des livres. Elle est là par ordre alphabétique d'auteur. La liste longue des livres que nous avions choisis. Je vais laisser Jennifer s'exprimer pour dire avec moi peut-être comment on avait choisi au départ tous les livres qu'on a mis sur notre liste. On t'entend pas. Pardon. Oui, c'était très intéressant en fait, comme on a commencé cette conversation, parce que c'est toi qui me l'as proposé en été, et à ce moment, plusieurs personnes avaient suggéré, ah, ici Bojo Books fait un prix littéraire. Mais je disais, bah, c'était tellement loin dans mon idée des choses, parce qu'on a tellement d'autres choses Ah, on t'entend plus. que Euh, en fait, la prédominance des prix littéraires, les grands prix littéraires, et le fait que, voilà, comme tu le disais, voilà, parfois on voit beaucoup des mêmes noms, soit, même si c'est pas des gagnants des lauréats, au final, c'est plusieurs fois les mêmes noms dans les premières sélections. Et voilà, le fait que peut-être que il y a d'autres voix à exposer, et je ne sais pas. Mon idée au début, c'était de créer un prix littéraire qui parlerait plus précisément à notre public américain, francophile, français expatrié. Donc, mais je pense qu'on s'est mis d'accord que on cherchait pas, parce que mon travail depuis le début, c'était de dénicher de différentes voix qui représentent la francophonie. Donc, je me suis fait un grand travail pendant 10 ans de chercher surtout les voix de la francophonie. Donc, j'ai même créé une liste par pays, parce que j'ai pas trouvé auteurs francophones de différents pays. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ça.
Euh, Par contre, ce que je pense, grâce à toi et la naissance de ce prix, j'ai peut-être parfois négligé, c'est justement des voix françaises issues d'immigration et des terroirs. Donc c'est là où on s'est mis d'accord, je pense qu'il y a peut-être un terrain à creuser et voilà, donc c'est, vas-y, tu peux prendre le relais là? Oui, 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 effectivement. Donc, quand on en a discuté, Jennifer et moi j'ai dit les livres les francophones, on va avoir tout le mois de mars pour en faire la promotion, Oui, oui, puisque voilà. chaque année au mois de mars, c'est le festival annuel à Washington, D.C. de la francophonie. Et nous aurons Elodie Mbappé, qui est une auteure du Cameroun et qui vit maintenant au Canada depuis plusieurs années, d'ailleurs qui était professeure à l'Alliance, elle aussi, il y a fort longtemps. Nous aurons peut-être aussi deux poètes malgaches et algériens à la fin du mois de mars. Donc la littérature francophone, elle est en plus toute l'année à l'Alliance, elle est favorisée parce que nous avons une professeure Aménée, mon adjointe, qui enseigne des cours régulièrement de littérature francophone. Et même d'autres professeurs le font aussi. Donc la littérature francophone, elle existe toute l'année à l'Alliance. Et la littérature française, moi, comme vous avez dû le comprendre, la chanson dit: Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Mais alors, moi, je ne suis pas parisienne, mais ça me gêne pas du tout, hein. Donc, là, ça, il faut que vous le sachiez. Mais pour le coup, c'est justement ça, c'est ces voix qui viennent d'ailleurs, du terroir français, que ce soit des voix françaises ou des voix issues de générations d'immigrants en France, que l'on n'entend pas. Et parmi une des rares voix issues de la province qu'on a entendues, et nouvelles, je dis récentes, hein, qui n'étaient pas à Paris, il y a eu Marie-Hélène Lafon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Elle a une écriture vraiment différente. L'annonce, notamment, un de ses premiers romans, m'avait beaucoup plu. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour trouver d'autres auteurs qui viennent d'ailleurs en France que de Paris? Et il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, c'était peut-être il y a un an ou deux, c'est Jean-Paul Dubois qui a eu le prix Goncourt, et lui, il est toulousain. Donc évidemment, je ramène toujours Toulouse sur le devant, puisque je suis de Toulouse moi aussi, mais il vit la moitié du temps aux États-Unis et la moitié du temps en France, à Toulouse. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'inouï, c'est-à-dire il sortait complètement, il n'était absolument pas sur les radars des critiques et des gens qui disent: ah, un tel va avoir le prix Goncourt, un tel autre va l'avoir, ta, 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 ta. Toute cette espèce de cabale et de panier de crabes de l'édition parisienne, tout le monde se disait ça, et puis finalement, c'est aucun de ceux qui avaient été pensés qui a eu le prix Goncourt, mais c'était Dubois. Donc ça, c'était intéressant finalement. Et donc, quand on s'est mis d'accord, on s'était dit aussi qu'on allait faire des premiers romans, des voix vraiment émergentes. Malheureusement, sur notre liste longue, on n'a pas mis que des premiers romans, et donc on a eu vite fait de passer à la liste courte, voilà, qui est là, et où il y a 5 livres. Donc, chacun d'entre nous va vous présenter un livre. On va commencer par Un pont sur la Seine de Pauline Dreyfus, que Linda va nous présenter. Merci Sarah et merci de me donner la parole. Je suis vraiment très très honorée d'être avec vous. C'est une première pour moi d'intégrer un événement de l'Alliance française de Washington. Donc merci encore. J'en suis très très touchée. Alors, Un pont sur la Seine, c'est très étonnant parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Au début, j'ai pas bien compris pourquoi. Je me suis dit, bon, je vais le laisser. Peut-être parce que je m'étais imaginé, voilà, un pont sur la Seine, j'avais pas vraiment regardé le teaser, en fait, et je m'étais déjà imaginé quelque chose sur Paris, voilà. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée à côté de Fontainebleau, voilà, dans un petit village, donc vraiment complètement en dehors de ce que je pouvais m'imaginer. Et en fait, ce livre, euh, plus les semaines passent et plus il me hante, en fait. Parce que, en gros, pour faire simple, c'est l'histoire d'un pont, un pont qui existe vraiment, d'un petit village dont j'ai appris là dernièrement justement que l'autrice était originaire,
Donc, voilà, donc elle a donné un nom, un nouveau nom à ce village, mais en fait, c'est une histoire vraie d'un pont, mais un roman euh, par rapport au personnage qu'elle dessine sur à peu près un siècle et demi ouais, d'histoire. Et pourquoi il me hante? Parce que cette autrice choisit des détails. C'est pas forcément un grand roman extraordinaire, mais il y a tellement de petits détails. Par exemple, au début, elle commence par euh, parler de la moustache des personnes, voilà, des hommes du 19e, de ce milieu du 19e, un milieu de viticole, un monde très très dur. Voilà, donc on est replongé dans une ambiance avec la poussière, avec voilà, la moustache, voilà, on sent que ça grattait. En fait, voilà, il y a des petits détails voilà, qui sont vraiment très troublants. Et pourquoi, encore une fois, ça me hante? Parce que c'est l'histoire de famille et de génération. Et je pense qu'on a tous à la fois des non-dits, des absences, comme des temps, ou même parfois une génération, on a l'impression que tout a sauté et on n'a pas suivi, on n'a pas d'infos, euh, on n'a pas de traces, mais on sent dans la génération suivante qu'il y a eu tellement de difficultés, de déchirures qu'il y a des non-dits qui sont là comme des fractures. Et, pour faire une petite parenthèse personnelle, en fait, je n'ai jamais eu, je crois, autant eu envie depuis ces dernières semaines que de replonger dans des photos de mes grands-parents des années 20, des photos de mariage de grandes-tantes des années 20, des années 1930. Euh, donc, en fait, c'est un livre qui m'émeut davantage après la lecture que pendant, parce que ça bouleverse. Et pour revenir sur l'histoire, alors pour information, j'ai pris des notes, mais ça va dans tous les sens. Alors, ça montre peut-être que justement, ce roman est complètement décousu. Euh, j'ai pris des notes pour me dire, mais qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et en fait, c'est vraiment l'histoire de famille. Mais c'est aussi une histoire sociale de la France. On sent que l'autrice a fait des recherches incroyables sur le contexte social pendant pendant un siècle, pardon. Et, euh, et cette évolution de l'histoire sociale entre cette période où la création des usines en dehors de Paris, et là en l'occurrence c'était l'usine Schneider qui fabriquait en fait toute l'électricité en vue de l'électrification du métro parisien. Donc c'était le Graal dans toutes les familles de sortir en fait de l'agriculture, de la difficulté d'être paysan, d'être viticole en l'occurrence dans le livre, pour euh, atteindre euh, une sécurité de l'emploi, d'avoir un statut social, d'être regardé avec envie aussi au sein d'une famille. Lorsqu'on rentre à l'usine dans les années voilà, 1900-1920, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, progressivement, en fait, il y a tous les aléas de la vie et les tragédies entre les deux guerres, l'évolution sociale, les familles même qui partent, qui sont délocalisées, et ceux qui restent. Euh, et progressivement, tout s'inverse. C'est de se dire bah, qu'aujourd'hui, bah, quand on va à l'usine, c'est pas forcément l'image d'une ascension sociale. Euh, et au contraire, on revient justement à la nature et à ce côté, cette image presque utopiste de l'écologie et de revenir vraiment au métier de la terre. Donc, il y a toute cette critique
mais sans, j'allais dire, une critique sans jugement, sans vraiment parti pris. En fait, elle est là, elle regarde, euh, elle informe. On sent bien que c'est une fiction, mais il y a quelque chose de vrai. L'histoire est vraie, le fond est vrai. Euh, donc ça rappelle forcément, encore une fois, des fêlures, des questionnements personnels. Euh, qu'est-ce que je pourrais voilà, dire d'autre? Ah oui, j'avais écouté une interview euh, euh, de l'autrice et elle parlait de baromètre. Et je trouve que c'est un bon mot, effectivement, de baromètre par rapport euh, à cet impact entre la grande histoire et l'histoire bah, de nos familles, l'histoire de notre quotidien et de la façon dont on voit notre travail, nos générations, notre transmission. Et, euh, et on peut le prendre aussi d'un point de vue horizontal, c'est aussi une girouette. Ça va dans tous les sens. Voilà, donc c'est un roman, encore une fois, où c'est très étonnant parce que en fait, j'aimerais revenir en arrière et le découvrir. En fait, de nouveau, vous voyez, avoir cette sensation de rentrer dans un livre et de le découvrir. Et je me dis, c'est vraiment dommage. Voilà, en fait, j'ai l'impression d'être passée à côté de la lecture, hein, mais que ça a été je pense que c'est un des livres qui va me suivre quand même pendant longtemps parce que, encore une fois, je l'apprécie plus après que pendant la lecture. Euh, voilà, le style m'a peut-être moins marqué, c'est peut-être pour ça. Voilà, Merci beaucoup, Linda. c'était un peu dans le... Effectivement, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce qu'après l'avoir lu, c'est là que j'ai pris c'était donc fin décembre, début janvier, et je me suis dit, bah, Ouais. c'est là que je vais écrire à ma fille toutes les semaines une lettre Ah, parmi mes transmises pour ceux qui lisent la newsletter de l'Alliance, et je me suis replongée dans les photos de famille, c'est pareillement, dingue. Ah ouais. 1930, etc. Ça Et c'est m'étonne grâce pas. à ce livre. Donc, c'est très intéressant qu'on ait eu la même réaction. C'est très intéressant. Alors, Jennifer, tu vas nous parler au niveau de cette fameuse liste courte. Tu vas nous parler des... non, pardon, c'est pas Jennifer, c'est Aurélie qui va nous parler de Nourrice. Ah oui. Oui, alors rebonsoir. Alors, contrairement au livre d'Emmanuel Carrère, celui-ci, je l'ai adoré. Je vous le dis tout de suite. Alors, un tout petit mot sur l'autrice. Donc, elle s'appelle Séverine Crescent. Nourrice, c'est son premier roman. Voilà, pour information, elle est professeure de français. Son livre est paru donc en 2025 aux éditions Dav, Davva. Et il a été finaliste du prix Roman Fnac 2025. Alors concrètement, de quoi ça parle? Donc Nourrice, ça donne vie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça donne vie parce qu'en tout cas, j'avais jamais rien lu de tel sur ces femmes qui sont pour moi restées longtemps invisibles. Les femmes qui étaient nourrices, donc qui avaient pour rôle de nourrir de leur lait des enfants qui n'étaient pas les leurs. Donc dans ce livre, on suit Sylvaine, donc qui est l'une des nourrices, parce qu'en fait, on en suit plusieurs. Elle habite à côté d'un village. Elle n'habite pas dans le village, elle habite dans une forêt, enfin à l'orée de la forêt. Sylvaine, elle est très droite, elle fait bien son travail. Une fois que son fils a été sevré, elle a pris donc en nourrissage un premier bébé qui s'appelle Gladys. Qui est donc une enfant de la ville, parce que Sylvaine, elle est nourrice chez elle, alors que d'autres de ses collègues sont nourrices à domicile à la ville. Ce qui impose encore une vie encore plus difficile parce qu'elles laissent elles-mêmes leur bébé pour aller travailler. Et donc Sylvaine, une nuit, elle découvre dans la forêt un nourrisson abandonné, une petite fille qu'elle décide d'élever
en plus de cette petite Gladys. Et dans le petit paquetage de ce bébé qu'elle trouve, il y a un carnet qui est écrit par la mère de ce bébé abandonné. Et dans le livre, en fait, au travers du livre, en fait, les chapitres sont ponctués d'extraits du carnet, en fait. Et donc, au travers ce livre, donc qui parle de la vie des nourrices, on va aussi plus spécifiquement donc s'intéresser à la vie de cette mère qui a dû abandonner son enfant et pourquoi. Et donc, ça nous replonge dans une époque. Alors, c'est pas très clair où est-ce qu'on se situe dans le temps et dans l'espace, mais bon, on imagine un petit peu. On est dans la campagne. Je dirais qu'on est en France quelque part. Bon, je dirais le 18e siècle peut-être, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc, on rentre dans la vie de ces femmes qui ont une vie très difficile, tout est décrit. Ces femmes, elles sont décrites comme comme des bêtes un petit peu en fait, comme des marchandises, comme des objets. C'est parfois assez dur à lire. Je dirais que on est quand on décrit cette marchandise, j'ai l'impression que c'est un monde d'hommes qui parle de ces femmes, parce que sinon on se retrouve quand on est à l'intérieur avec ces femmes, là c'est tout autre chose, c'est presque en opposition. On est complètement l'opposé de l'objet ou de la marchandise. On est dans l'amour, le lien, et c'est là que l'autrice m'a beaucoup touchée, parce que dans ce livre, moi j'ai trouvé que tout était sensoriel. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui parle autant de sensations et qui me les transmettent en fait aussi. Vous avez donc il y a énormément de choses qui tournent autour de la maternité évidemment, mais alors le lait, tout ce lait, ces seins, les odeurs de lait, le corps, mais pas que ça. Enfin, la fatigue physique, la chaleur, les gestes de l'allaitement, tout ça, ça revient tout le temps. Il y a une scène incroyable d'accouchement que moi j'ai trouvé vraiment fabuleuse, très très décrite, mais très belle aussi, parce qu'en fait dans ce livre, moi ce que j'ai aussi aimé, c'est que j'ai trouvé que il y avait beaucoup de poésie en fait. C'est presque parfois c'est presque un conte. Il y a par exemple, quand Sylvaine, elle trouve ce bébé dans la forêt, bon, là, pour moi, on est plus dans le domaine du conte, on est dans autre chose. Et d'ailleurs, j'avais pris des petites notes à un moment donné, elle dit quelque chose que je voulais vous lire, mais du coup, je suis partie dans complètement autre chose, mais ça va me revenir. Alors, pour continuer sur l'écriture, je vais rebondir là-dessus. L'écriture, elle est aussi très charnelle, en fait. Ouais, ça vous enveloppe en fait, et c'est chaud, moi j'avais pas envie de quitter ce monde, et pourtant c'est aussi très dur parce que la vie de ces femmes est affreuse. Bah, elles sont moins bien traitées que certaines que les bêtes en fait. L'autrice le décrit. Il y a aussi, alors il n'y a pas que les femmes, il y a aussi la nature qui est partout. C'est comme s'il y avait une communion entre les femmes et la nature finalement aussi. On parle beaucoup des arbres. À un moment donné, il y a toute une scène avec un arbre qui brûle au centre du village. Et puis cet arbre, enfin, on a l'impression que c'est une personne en fait qui disparaît. On a la lune qui joue aussi un rôle très important. Tout ça se mêle, mais on a donc tout ça est très beau, mais on a toujours le pendant qui est la violence sociale, la vie de ces femmes qui elles sont, enfin, il faut voir, vous avez un homme qui vient les chercher dans leur village pour les emmener à la ville. Les nourrissons aussi sont emmenés comme c'est toujours ça, c'est comme des marchandises. S'ils meurent, c'est pas grave, mais en même temps, garder des nourrissons, c'est ce qui fait, c'est le travail de ces femmes, c'est ce qui les fait
vivre également. Et donc, du coup, bon, bah, il y a toute la question de jusqu'où peut-on monnayer le corps humain, évidemment. On a toutes ces questions-là. Donc, tout ça, c'est les questions sociales bah, de l'époque, mais qui peuvent aussi nous interroger sur certaines choses aujourd'hui. Voilà, bon, c'est un peu, voilà, j'espère vous transmettre en fait quelque chose un moment que j'ai adoré partager. Vraiment, je vous encourage à le lire si ces sujets-là vous tentent. Moi, enfin, franchement, la vie des nourrices à cette époque-là, c'est pas un sujet vers lequel je serais allée. Il était dans la liste, je l'ai lu, et vraiment pour moi, c'est une sacrée découverte avec je pense que cette autrice me paraît très prometteuse et voilà, je salue ce livre en tout cas. Merci beaucoup, Aurélie. On en reparlera peut-être tout à l'heure, tous les cinq, quand on fera un petit tour de table des romans qu'on avait préférés. On va demander à Jennifer de nous parler de Quitte et Berlioz d'Emmanuel Flech. Ok. On m'entend? C'est Oui, bon? oui. Ok. Donc voilà, Kitty Berlioz, c'était en fait un des seuls que j'avais proposé comme candidat parce que j'y ai participé à quoi que ce soit. Il n'était pas sur la liste parce que c'était mon plus grand coup de cœur de la rentrée littéraire de cette année. L'année dernière, c'était Jacques Aranda de Gaël Faye et avant ça, c'était Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héracle, je pense. Donc j'ai lu en avance pendant tout l'été les livres de la rentrée et c'est en fait je peux dire que même si je l'ai adoré mais pas autant que d'autres qui étaient des coups de cœur précédents. Ceci dit, c'était vraiment pour moi c'était fantastique. Donc Emmanuel Flech, je connaissais pas du tout, donc il est vraiment pas très connu, je pense, en France. Il est né en 1976. Il enseigne l'histoire et la géographie dans un collège en dehors de Paris. Et c'est son quatrième roman, et c'est son premier prix littéraire. En fait, il a été, il a gagné le prix Georges Brassens. Georges Brassens. Oui, donc je connais pas vraiment l'histoire de ce prix ni le lien, mais donc il a déjà gagné ce prix. Donc ça commence. C'est une histoire globalement d'amitié entre deux jeunes qui grandissent ensemble dans un cité dans la banlieue de Paris qui s'appelle Berlioz. Et donc on commence avec l'histoire de Younes qui est fils d'immigrés marocains et il sort de prison. Donc là, ça introduit le mystère là tout de suite. On ne sait pas pourquoi il est en prison et on ne saura pas jusqu'à la fin du livre presque. Mais donc il sort en liberté conditionnelle. Il a un bracelet à la cheville et il doit rentrer le soir avant 20 heures. Il doit retrouver un travail. Donc il a beaucoup de conditions pour sa libération. Il reprend son travail de coursier à moto. Et donc, ce travail de coursier, c'était aussi que j'ai appris après euh, un travail que Emmanuel Flech, l'auteur, a vraiment fait. C'était un travail à temps partiel, je pense qu'il faisait pendant ses études. Donc, et là, c'est un monde. On rentre dans ce monde de coursier. C'est comme voilà de livraison de colis sur vélo qui traverse les rues de Paris et Ah, Jennifer, tu es de nouveau par gelée. là. Comment? Tu t'arrêtes, ton Wi-Fi est instable. Ah, ok, pardon. Donc voilà. Mais surtout aussi, on commence le livre avec une blessure. Pendant le temps qu'il a été incarcéré, il n'a pas eu mot de son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Serge. Donc c'est son meilleur ami de la cité. Donc on sait pas pourquoi ce silence. Ça aussi on apprendra au fil du récit. Donc, pour comprendre toute cette histoire, Emmanuel Flech nous fait voyager dans le temps, où ils ont grandi pendant les années 80 et 90, un peu à Bobigny, dans cette cité. On commence à leur petite enfance de 7 ans,
où ils s'accompagnent et Serge devient un peu, ou non, Younes devient un peu l'ange gardien de Serge. Il le défend contre les brutes du quartier, donc il forge un lien très très fort. Euh, et au fil des années, parfois, ils commencent à se séparer pendant la jeune adolescence. Euh, et, et là aussi, il y a une phrase, il y a l'écriture d'Emmanuel Flash qui, je pense, montre cette fissure de manière assez belle. Je vais vous citer une phrase qui m'a vraiment touchée. Donc, au moment où ils commencent à se séparer, il écrit, les deux amis ne se voyaient presque plus. Les choses se sont faites ainsi, sans vagues ni reproches, comme si l'amitié n'était pas soluble dans l'adolescence. Donc j'ai trouvé ça très belle. Donc souvent on trouve de belles métaphores, de belles phrases. Donc l'écriture d'Emmanuel Fraisse m'a impressionné beaucoup. Euh, et donc le récit navigue entre le passé et le présent. Et donc ils sont tous les deux coursiers chez cette compagnie de livraison à vélo qui s'appelle Panam Express. Et là aussi, on a une claque de réalisme qui surgit, donc, et le langage aussi est très, très percutant parce que on utilise presque que le jargon des gars qui enchaînent les courses à Paris, des radios qui crachent et l'adrénaline, du bitume qu'on voit. Donc, on sent vraiment qu'il a vraiment vécu cette expérience de coursier. Euh, et donc c'est ensuite en suivant Eunice avec ses courses à Paris et le récit qu'on découvre et on met ensemble les pièces du puzzle que je vais pas dévoiler évidemment, mais je l'ai trouvé formidable, je l'ai trouvé juste un gros coup de cœur, donc je Merci recommande. beaucoup, Jennifer. C'est vrai que Mhm. ça fait partie aussi des livres que j'ai vraiment aimés qu'on a lus. Alors, Logan, parlez-nous des projectiles de Louise Rose. Ok, oui, alors, honnêtement, avant même que le lecteur n'entre dans le texte lui-même, c'est clair, c'est évident que l'auteur Louis Rose fait quelque chose de différent. Et ça, c'est la raison pour ça, c'est que le premier chapitre du texte, c'est le chapitre 16. Et les 15 chapitres suivants nous ramènent au début du premier chapitre, au début de l'histoire. Euh, et ça inverse nos attentes quant à la façon dont une histoire est censée se dérouler. Donc, il y a ça, principalement. Mais euh, honnêtement, je crois que contre les mains d'un écrivain, d'une écrivaine moins compétente, la structure chronologique du récit pourrait sembler un peu tape à l'œil ou peut-être même comme une expérience formelle plutôt qu'une histoire. Mais ici, je trouve vraiment que cette histoire est portée par la compétence et l'originalité de Rose sur le plan linguistique. C'est-à-dire que tout au long du texte, le langage de Rose semble vraiment neuf et vivant et ancré dans les détails sensoriels, compliqués par sa volonté de prendre des risques stylistiques à part à la structure. Euh, donc, oui, en termes de thème, oh, et je voulais juste dire que en termes de ces séries stylistiques, euh, elle, elle invente une sorte de dialecte phonétique pour l'un des personnages et ça m'a vraiment intéressé. Euh, Au début, c'était un peu difficile pour moi à comprendre, mais après avoir être un peu plus enraciné dans l'histoire et dans la logique de l'histoire, c'était plus logique comme ça. Euh, et oui, en termes de thème, les projectiles se sont vraiment informés par l'idée du voyage d'un héros, d'une quête, même une odyssée car il détaille les tentatives de la protagoniste, qui s'appelle Bébé, de rentrer à un endroit qui occupe une grande place
dans ses souvenirs d'enfance. Et elle essaie de déterrer littéralement et aussi figurativement une boîte au trésor qu'elle a enterrée comme jeune fille. Et ça, c'est vraiment l'intrigue. C'est pas trop compliqué en termes de l'intrigue. Euh, mais malgré la familiarité et la simplicité même des thèmes, euh, je trouve que les projectiles se caractérisent par une rupture avec les conventions littéraires. Et à mon avis, il réussit tout à fait sur le plan formel et stylistique. Et ce qui est peut-être plus impressionnant, c'est que il reste vraiment un plaisir à lire, selon moi. Donc, c'est pas la vérité fixe, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir de lire ce texte à cause de euh, cette, cette intentionnalité stylistique et ces décisions structurelles. Et c'était jamais, ça n'a jamais pour moi, c'était pas un fardeau de d'essayer de comprendre ses choix parce que pour moi, c'était, c'était juste très, très vivant dans un sens linguistique. Et c'est un premier roman et pour moi, ça, c'est vraiment formidable comme premier roman. Elle est confiante comme écrivaine, elle prend des risques et ça en vaut la peine de le lire, selon moi. Merci beaucoup, Logan. Effectivement, Logan et moi, je crois qu'on a tous les deux adoré ce livre. Et pour les mêmes raisons que Logan, d'ailleurs, en ce qui me concerne, pour moi, ça a été je m'a- je n'avais jamais entendu parler de cet auteur. C'est un premier roman. Ça a été un vrai choc linguistique, mais un choc positif linguistique, c'est-à-dire inattendu. Vraiment, c'est-à-dire c'est le livre que j'aurais voulu lire ou que j'aurais voulu pouvoir écrire, si vous voulez, tellement j'ai aimé ce livre. Mais moi, je vais vous parler d'un autre livre qui m'a beaucoup plu aussi. C'est Sous leurs pas les années de Camille Bordenay. Justement parce que j'ai trouvé que quand j'ai eu fini de le lire, je crois que j'ai dit à Jennifer, voilà, il répond à tous nos critères, c'est-à-dire c'était un premier roman, ça parlait juste, qui venait de hors de Paris, et qui décrivait la ruralité, la vie en dehors de Paris. Donc c'est là aussi une histoire d'amitié, un petit peu comme dans Quitter Berlioz. Cette fois-ci, c'est deux femmes au lieu de deux hommes. Il s'agit de Constance et de Jess qui étaient à l'école, au collège, au lycée ensemble. Et puis Jess, elle est restée à Valfroy, ce petit village imaginaire. Et puis Constance, elle est partie à Paris, justement, où elle est devenue présentatrice télé, assez connue, etc., plutôt célèbre. Donc, elle a laissé... ses parents ont quitté aussi le village, ils habitent plus loin, et dans le village, il n'est resté de sa famille que sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle s'en est pas occupée, elle n'est jamais venue la voir, elle lui a très peu téléphoné. Et c'est Jess, son amie d'enfance, qui, elle, s'est mariée avec un jeune homme du coin, avec qui elle a eu un enfant aussi, mais qui va s'occuper de cette grand-mère. Et puis quelque chose va arriver. La grand-mère va mourir, et du coup, Constance va devoir revenir au village. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit de ce qu'a réussi vraiment l'auteur de manière de main de maître à décrire vraiment cette coupure qui existe en France entre le monde urbain et le monde rural. Mais en plus du monde urbain, parce qu'en France, il y a Paris, mais il y a aussi d'autres grandes villes, mais même les autres grandes villes, elles sont dans la ruralité dans la mesure où elles ne sont pas Paris. Donc il y a aussi cette dichotomie qui apparaît. Et donc là,
l'auteur dénonce cette arrogance, un petit peu le parisianisme, avec la vision erronée des médias qui donne des avis sur ce qui se passe à la campagne, mais des avis biaisés, si vous voulez, pas des avis impartiaux, parce que c'est ça qui est dans le journalisme sensationnel. On parlait de sensationnalisation tout à l'heure avec Logan, c'est ça le problème en général. Et il parle de choses ou de faits qu'ils méconnaissent totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que Constance, elle est en fait issue de ce milieu rural, même si ses parents étaient d'une couche sociale légèrement plus élevée que Jess et que le mari de Jess, etc. Et donc, elle a en elle une espèce de snobisme qu'elle va développer une fois qu'elle part faire Sciences Po et qu'elle devient journaliste. Et donc, c'est un livre qui pose la question non seulement de l'amitié, et comment peut-on maintenir une amitié non seulement géographiquement, mais socialement, quand on devient socialement si éloigné de son ami d'enfance, mais aussi du transfuge de classe, c'est-à-dire quand on passe d'une classe sociale à une autre, comment fait-on la- est-ce qu'on doit renier ses origines ou les oublier? Et je pense moi, ça m'a rappelé certains livres, notamment de d'Annie Ernaux, qui, elle, après tout, est aussi une transfuge de classe, hein, elle vient d'un petit milieu normand, dont les parents n'avaient pas été très loin à l'école, et qui ensuite est devenue professeur, etc., et qui en a beaucoup parlé dans ses œuvres. Mais le style est différent. Et puis Annie Ernaux, malheureusement, depuis les années, qui est une compilation des livres précédents, hein, les années. Donc, moi, j'adorais Annie Ernaux. Du coup, elle m'a un petit peu désappointée depuis les années. Mais il y a d'autres livres en France qui parlent de ce transfuge de classe, notamment cet auteur qui, je pense, est de Normandie aussi, qui s'appelle Claudic Gallet, qui avait écrit les Déferlantes, notamment, à un moment donné, il y a fort longtemps, et un petit peu aussi Pierrette Fleutiot, par moment donné. Donc, il y a quand même déjà eu cette notion de transfuge de classe, et on peut même penser qu'il y a eu la notion de transfuge de classe depuis Émile Zola, d'ailleurs, avec les Rougon-Macquart. Mais là, on est dans la société 21e siècle. En France, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la présentation des Gilets jaunes par certains journalistes et certains médias et vice-versa, utilisant justement cette ruralité pour la démoniser un petit peu. Et notamment, on se souvient, si vous avez lu le livre Nature humaine et chaleur humaine d'Olivier Joncourt. Quand il a écrit au moment il a décrit dans un des deux livres les familles urbaines qui revenaient dans la ruralité, dans le Lot pendant Covid. En fait, moi, ça m'a rappelé ce livre Sous leur pas les années, non seulement leurs histoires à elles, ces deux jeunes femmes, mais cet envahissement, cette invasion du monde rural par les urbains en exode. Comme il y a eu d'ailleurs pendant l'exode, pendant les années 40, quand les Parisiens ont quitté Paris à l'approche des Allemands et ont fait un exode inverse. Parce que l'exode rural, c'est quand on quitte la campagne, comme le disait Linda tout à l'heure, avec un pont sur la Seine pour partir à l'usine ou pour partir en ville. Mais là, on a un exode inversé. Hein, c'est l'exode urbain. Et à quel point, je suis sûre que la plupart d'entre vous savez que certaines personnes qui ont déménagé de la ville vers la campagne ont fait un procès aux coqs qui chantaient trop tôt le matin, aux clochers qui faisaient du bruit parce que le clocher du village sonnait à toutes les heures, ou bien aux vaches ou aux chèvres qui avaient des clochettes autour de leur cou. Ça relève de ça, de cette frontière qu'il y a et de cette fracture sociétale et géographique aussi, mais sociétale dans le monde rural et urbain en France. Donc c'est pour ça, je vous le recommande, il est très très bien écrit, et aussi un petit peu comme d'ailleurs Quitté Berlioz au niveau de l'écriture, les narrations les narrations sont vraiment différentes des dialogues. Donc, et ça, c'est vraiment un point très important, je trouve, qui fait le plaisir de lire. C'est lorsqu'on a cette différence entre le style de la narration et le style des dialogues. Ça, pour moi, c'est une richesse d'un livre. Alors, le moment est venu de vous dire quelles sont les troisième et deuxième places avant de vous annoncer le gagnant.
Donc voilà, troisième place, on a fait ça de manière scientifique, c'est-à-dire j'ai donné une feuille de critères à tout le monde et on a noté, c'était sur 4 points et puis 5 points pour le plaisir de lire. On ne notait pas la couverture parce que, à part à quelques exceptions près, les couvertures de livres brochés en France ne sont pas tous très jolies. Mais là, vous en avez au moins deux exemples. Je les ai mis parce que les couvertures étaient plutôt sympas. Et donc, nous avons eu en troisième place Quitte et Berlioz d'Emmanuel Flech chez Calment Lévy, qui a donc eu le prix Georges Brassens 2025. Et en deuxième place, celui que je viens de vous présenter, donc dans l'abribus, là sur la couverture, Sous leur pas les années, de Camille Bordenay chez Robert Laffont. Et je vais demander à une main innocente, donc Catherine, d'ouvrir l'enveloppe dans laquelle il y a la révélation du gagnant. Alors, notre gagnant ce soir, alors, et le livre gagnant le premier Grand Prix AFDC Bonjour Books est Le projectile de Louise Rose Pochet POL. Félicitations. Voilà. Donc c'est Louise Rose qui, elle, n'a pas du tout obtenu de prix. Elle n'était sur aucune shortlist des prix officiels, etc. Eh bien, c'est Louise Rose qui, auprès de l'Alliance française et de Bonjour Books, a reçu le prix Alliance française Bonjour Books pour ce roman absolument exceptionnel que vous a présenté Logan. Voilà. Donc, si j'aurais voulu qu'on discute un peu plus, mais il est déjà 8h20, donc je voudrais peut-être passer les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous mettre sur mode non silencieux et nous poser des questions. Est-ce que je peux intervenir? Oui, Je bien sûr, n'arrive pas à Linda. trouver Vas-y. voilà, la main levée. Alors, merci encore et puis bravo donc, au livre lauréat. Juste encore une fois, un grand merci à tous et mes deux lauréats personnels après vos présentations parce que je trouve que ça a été aussi un concours de présentation. Euh, les projectiles, voilà, la présentation m'a complètement convaincue, donc je suis ravie et j'ai hâte de lire le livre. Et je crois que je vais m'empresser de lire Passagère de nuit. Moi, j'avais adoré Yannick Lahens, qui d'ailleurs, elle aussi, est venue à l'Alliance il y a plusieurs années, que j'avais interviewé. J'avais fait des classes à l'époque quand j'étais directeur pédagogique. Hein, j'étais pas directeur exécutif de l'Alliance. Donc, j'avais fait des cours sur l'œuvre de Yannick Lahens que j'aime beaucoup et qui a une écriture extraordinaire. Donc, je suis sûre que je vais le lire moi aussi. Voilà. Oui, qu'est-ce que quelqu'un a-t-il une question? Moi, c'est pas une Oui, question, mais je veux bien juste participer au débat encore. Bravo à Louise Rose. Simplement, je voudrais dire que moi, ça m'avait un petit peu dérouté les premières pages, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une Tout à écriture fait. vraiment particulière. Alors, ce que Logan a dit et ce qui est vrai, c'est que il faut pas abandonner, parce qu'au début, je me suis demandé si j'allais y arriver, en fait, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs quand même. Enfin, il y a vraiment une grosse recherche dans la construction du livre parce qu'on est à rebours aussi. Je ne sais plus si on l'a dit, mais on part vers la fin et puis on revient au début. Ce qui demande aussi parfois entre chaque chapitre, il y a un petit effort intellectuel aussi, mais surtout cette écriture qui est un petit peu déroutante au début. Et puis, je trouve qu'elle se révèle. Il y a c'est vrai, une beauté assez incroyable avec des images. J'ai passé mon temps à prendre des notes. Bah, après, j'ai arrêté parce que il y en a tellement des choses très imagées, des choses auxquelles j'aurais aimé penser, comme ce que Sarah a dit, j'aurais aimé pouvoir écrire ça, c'est sûr. Mais voilà, donc si c'est déroutant, franchement, au début, mais ça vaut le coup, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Je veux juste ajouter, j'étais convaincue enfin. Et c'est aussi, ça part de la valeur de lire en équipe, quoi, parce que à certaines reprises, on s'est parlé et j'ai dit, ah, qu'est-ce que tu lis? Je suis à moitié là. Et j'avais aussi abandonné les projectiles au début parce que j'étais complètement perdue. Je savais pas du tout pour cette structure à rebours.
je comprenais c'était un flux de conscience que j'apprécie aussi. Ok, l'histoire n'est pas très claire, mais et donc on finit par s'abandonner dans la tempête des mots et les jeux de mots qu'elle fait. Mais on a aussi envie, quand on commence une histoire, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, j'ai pas du tout su. Donc, c'était grâce à vous que j'ai repris le... Bah, aussi, on était contraintes à lire tous les livres, donc j'avais pas vraiment le choix. Mais en fin de compte, une fois qu'on lâche prise sur le besoin d'avoir ordre dans des pensées et comprendre l'histoire, et on se laisse baigner par les mots, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Donc j'ai vraiment fini par apprécier. C'était pas mon plus grand coup de cœur, mais j'étais convaincue. Mais je suis comme je te soutiens, Aurélie, avec ça aussi. En fait, C'est quand comme j'ai ouvert le livre, la première chose que j'ai vue, c'est ça, chapitre 16. Et je me suis dit, ah, voilà quelque chose de nouveau. je n'avais pas Et donc, et puis remarqué tout de ça. suite, chapitre 16, et j'ai commencé. Et puis j'avançais. Enfin, je veux dire, il a fallu que je me force à me ralentir, parce que je lis vraiment très Ouais. rapidement. Mais il a fallu que je me force à me ralentir parce que c'était tellement génial pour moi. C'est-à-dire, c'était tellement nouveau, c'était tellement. Enfin, c'était un bain de fraîcheur, c'était de la fiction, c'était un premier roman. J'étais là, mais mon Dieu, il faut que je la rencontre, il faut que je la rencontre. Et justement, les flux de conscience, c'est un type d'écriture que moi, personnellement, j'aime beaucoup et que les Français ne font pas autant que les Anglais. C'est ce qu'on appelle en anglais stream of consciousness. Et c'est Mhm. quelque chose que vraiment j'aime beaucoup. Enfin, Faulkner, il en a fait. Et puis, notamment, James Joyce, avec dans Ulysses, avec toutes les pages au milieu sans ponctuation. Et le fait qu'elle avait inventé, comme l'a dit Logan, ce langage phonétique pour l'un des personnages du livre, et moi je me suis dit, mais ah, c'est comme James Joyce tout d'un coup qui revient. C'est vraiment, c'était presque Finnegan's Wake et Ulysses en même temps. J'étais mais vraiment séduite, vraiment. Alors qu'au départ, ne l'ayant pas encore lu, je m'étais dit, ah bah oui, je vais voter pour Sous leur pas les années, parce que vraiment, j'aimais vraiment Sous leur pas les années. Parce que là aussi, il y a du langage nouveau, il y a aussi une petite Oh, déconstruction, mais au niveau des dialogues. Au niveau des dialogues. j'entends rien là. Tandis que là, on est dans la tête de bébé, et c'est incroyable parce que ce qu'a réussi Louise Rose, juste pensez un moment à quand vous pensez. Quand vous êtes là, vous êtes en train de conduire, etc. Vous pensez à un truc, et puis ça va vous amener à penser à une autre chose, et ta 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 ta. Et vous allez passer du coq à l'âne silencieusement dans votre tête quand vous passez à quelque chose. Vous ne pensez pas de manière linéaire. Vous pensez comme les projectiles, c'est-à-dire ça va passer d'un coup à l'autre. Et donc tous les chapitres, même si on retrace, quand on s'aperçoit qu'on retrace sa quête, comme disait Logan, son itinéraire, elle quitte un endroit où elle arrive, en fait, au chapitre 16, elle est arrivée, mais on va remonter. Mais en même temps, on est là, on est dans sa tête, on est en elle, et on sent toutes ces pensées en même temps qui arrivent. C'était, mais ahurissant. Donc, moi, en général, quand je dis ça, ça veut dire que le livre, je vais déjà le relire 2 ou 3 fois. Je ferai probablement un cours sur ce livre à l'Alliance parce que j'ai vraiment été impressionnée. Et c'est sûr que ça fait partie des livres que je garderai dans ma bibliothèque. C'est ça personnel. Pas qu'à la bibliothèque de l'Alliance d'ailleurs, il y sera, mais dans ma bibliothèque personnelle. Ouais. Mm. Voilà. Je suis vraiment très enthousiaste, comme vous avez pu le voir. Mais j'étais aussi très enthousiasmée par un pont sur la Seine que j'ai. Ce Mhm. personnage principal qui est le pont. Alors ça, c'était une trouvaille extraordinaire. Et je dois dire, Linda, que comme toi, au début, quand j'ai vu le titre, Un pont sur la Seine, je me suis dit, allez, un roman qui va nous mettre le pont Mirabeau en version prose. Et c'était tout Ouais, à fait ça. moi, je pensais qu'on allait nous parler de Gustave Eiffel parce que il a commencé sa carrière avec la construction des ponts. Donc, j'ai Oui, cru que ça allait, quelque part, ils allaient figurer dans l'histoire, mais oui, oui, non, c'est donc, pour ça que j'ai beaucoup aimé ta description, Linda, de Un pont sur la Seine aussi. Mais j'ai apprécié, mais maintenant, même plus après avoir écouté tous les
tous les commentaires que vous avez Mais faits. ça rejoint en fait sous le pont sur la Seine et sous leurs pas les années avec cette fracture sociétale, le monde urbain, monde rural qui est bien montré. Alors là, il y a un pont qui fait entre les deux qui fait un trait d'union, mais je trouve que c'était vraiment il y avait un parallélisme à un moment donné. Et pareil pour la banlieue et la grande ville avec Quitté Berlioz, il y avait un parallélisme avec cette fracture sociétale qui, Et euh, aussi, qui est mise comme ça, quoi. et aussi, Linda, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais il y a pour illustrer aussi la basculation, ce qu'on dit ça, entre Basculement, basculement. basculement, merci, entre la perspective qu'est-ce que c'est être un ouvrier à ce moment-là, c'était le rêve. Travailler dans une usine, partir, quitter les champs pour arriver, et puis au bout de voilà le développement du XXe siècle, on commence à baisser. Voilà, un ouvrier, on reconnaît que il y a quand même beaucoup de désavantages, et puis on retourne à voilà, l'indépendance de travailler dans un champ, être maître de sa vie, ça peut et ne plus être dépendant des chefs d'usine et tout ça, réclame aussi, ça reprend sa valeur. Et puis il y a le chef, le patriarche qui dit cette phrase qui est récurrente en fait pendant la lecture. On est toujours le paysan de quelqu'un. Ah ouais. Et ça m'a frappé au cours du récit que c'est vrai que le paysan, voilà, c'est celui qui est abaissé. Ça peut changer au cours d'une vie, au cours d'une siècle. Mais ça, c'est universel, parce que c'est même pas une question de géographie. Ça se passe en France, mais ça se passe aux États-Unis, comme ça a pu se passer en Russie du temps avant la Révolution, n'est-ce pas? Les ouvriers, les moujiks, les paysans. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve. Moi, j'aimerais bien dire deux mots quand même sur Nourrice de Séverine Crescent, que pareillement, j'avais commencé sans a priori négatif du tout. Justement, j'avais vu le premier roman, la couverture était plutôt presque provocatrice, donc parce que les couvertures en France sont plutôt ennuyeuses, mais là, voilà, ça faisait mais et je ne connais rien du tout au monde des nourrices, tout comme Aurélie, etc., à part au niveau historique, savoir que les mères de lait, les frères et les sœurs de lait, enfin, etc. Euh, moi, si, d'habitude, j'ai pas de problème avec les livres fantasy, c'est-à-dire je suis une grande fan de Game of Thrones, par exemple, mais là, quelque part l'aspect fantasy, l'aspect, pas fantasy, fantastique, au sens de, le mot fantasy en anglais au sens fantastique. Donc tout l'aspect fantastique du livre, l'enfant de lune, l'enfant de ceci, etc. Alors oui, c'est poétique, mais quelque part, ça m'a gênée. Alors que d'habitude, je serais plutôt, j'aurais presque dit que par moments, ça me rappelait Verlaine sur au niveau de la poésie, mais je sais pas, il y a quelque chose ça faisait trop conte de fées pour moi, et pourtant j'adore les contes de fées, mais il y a quelque chose qui m'a gênée. Je sais pas, je le relirai rien que pour essayer de découvrir ce qui m'a gênée. Ouais. Je comprends ce que je sentais ça aussi pendant des moments, mais en fin de compte, j'ai fini par apprécier ça parce que pour moi, ça soulevait un peu le rôle de ces femmes nourrices comme presque des héroïnes de fées. C'est super naturel en fait. Donc pour moi, ça leur a donné une force comme mystique presque Ouais, et ouais. et ben, je pense que, je ne sais pas, Aurélie, comment tu l'as Ouais, je décrit, suis d'accord avec toi, Jennifer. c'est fantastique. Moi, je trouvais que ça les reliait justement, enfin, bah, à la terre en fait, à la terre nourricière, et ça faisait un lien. Alors, moi, pour tout dire, au début, moi, ça. Au début, c'est vrai que j'aurais aimé que ça n'y soit pas au début, parce que j'avais envie que ce soit une vraie histoire. Mais finalement, ouais, moi, je trouve que ça lui donne plutôt de la puissance, et que ça va avec ce côté un peu très poétique, et relié à tous les éléments. Je trouve que c'est plutôt cohérent en fait, et que ça grandit plutôt le roman. Et moi, je veux bien dire un dernier mot sur le livre de Sous leurs pas les années. Parce que, alors, on a dit pas mal de choses déjà, mais moi, je trouve aussi que c'est parler de la campagne comme ça un petit peu, ça a un côté un peu Nicolas Mathieu que moi j'ai adoré. Donc, un petit côté évidemment. Enfin, on peut pas se comparer tout à fait. Moi, j'ai été au début particulièrement touchée parce que
l'histoire de Constance, je crois, partir de sa campagne. Moi, c'est un petit peu aussi, comme beaucoup, hein, on l'a fait. Et j'ai trouvé que, pour le coup, la description de la campagne, justement, avec des travers que les Parisiens sur lesquels sur lesquels les Parisiens tirent allègrement et prennent ça pour des clichés. Je trouvais que c'était plutôt bien décrit, qu'elle allait plutôt dans le détail. Même si je crois qu'elle est journaliste pour Le Monde, Et justement journaliste au Monde, oui. pour les questions de la ruralité. Donc c'est des questions qu'elle connaît bien, on le sent. Mais j'ai apprécié, oui, qu'elle décrive pas la campagne et les gens qui y habitent comme des espèces de prolos lourds, quoi. Oui, non, tout à fait. Elle Et a un ça, énorme respect. Je suis d'accord avec vous, hein, Aurélie. Elle a un énorme respect pour le monde rural. Ça se sent. D'ailleurs, je crois et même que quelque part, elle a dit euh, elle a dit quelque chose justement sur Marie-Hélène Lafont en disant que ça l'avait inspirée, Marie-Hélène Lafont. Ouais. Ouais. Donc ça j'ai bien aimé. Après, moi, juste ce qui m'a un peu déçue dans ce livre, c'est peut-être, ouais, j'aurais aimé en savoir plus sur Constance, par exemple. Mais voilà. Ou Mais peut-être que Constance a voulu s'effacer pour donner la parole au monde rural qu'il n'avait pas autant. peut-être. Moi, je dois dire que ça m'a vraiment rappelé. Bon, je ne sais pas où du tout ça se passe, Valfroy, où ça se situe quelque part en France, plutôt à l'est, je dirais. Mais dans le sud, dans la Haute-Garonne, dans les Pyrénées, il y a 30 ans, enfin 31 ans maintenant, quand j'ai quitté les États-Unis, j'étais partie, je venais juste donner naissance à ma fille, qui a donc bientôt 31 ans elle aussi. Mais j'ai passé 10 jours donc chez mon oncle et ma tante, le frère aîné de ma mère, puisque mon container avec toutes les affaires était sur le bateau pour aller aux États-Unis. Et dans ce petit village des Pyrénées où il y a en gros 120 habitants quand tout le monde est là, en été un peu plus quand il y a des touristes, mais il y avait dans le petit village à côté, qui était légèrement plus grand, avec peut-être 1200 habitants, il y avait 4 médecins généralistes en 1995. Aujourd'hui, on est en 2026 maintenant. Non seulement il n'y a plus aucun généraliste, mais le premier généraliste se trouve à 55 km, à Saint-Gaudens. Et c'est-à-dire que c'est un généraliste spécialisé en gériatrie, parce que la population qui reste dans la campagne vieillit. Donc, quand on a besoin d'accoucher, les quelques rares jeunes femmes qui sont là, ou d'aller voir un ophtalmologue, ou d'aller voir un dermatologue, ou d'aller voir une spécialité autre, imaginez oncologue, etc., eh bien, il faut se rendre à Toulouse, à 125 km du village, de la ville de Luchon, etc. Donc, vous voyez, j'ai trouvé que que ce livre mettait bien le point là-dessus en expliquant qu'il manquait, les structures disparaissaient, que ce soit les structures médicales, hospitalières, scolaires et autres. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour un pays quand ce monde-là disparaît. Parce que c'est non seulement le sociétal, mais c'est aussi les compétences de ces gens-là qui disparaissent quand ils meurent et quand ils s'en vont. Mm. Voilà. Bon, je ne veux pas vous laisser sur une note triste. En tout cas, je vous encourage à lire et surtout, si vous n'êtes pas membre de l'Alliance, à nous rejoindre pour venir emprunter les livres à la bibliothèque. D'ailleurs, ce soir, j'aurais voulu vous montrer le livre Sous l'or pas les années, mais je pense qu'il a dû être emprunté parce que je ne l'ai pas trouvé sur les étagères de l'Alliance, mais il reviendra certainement bientôt. Et je vous encourage Donne-moi de donc. dire que vous pouvez également acheter les Et livres. vous pouvez les acheter chez Bonjour Books, bien sûr. Et n'hésitez pas. Et je vais, la semaine prochaine, écrire à POL pour leur annoncer la nouvelle. Parce que qui sait, peut-être ça leur plaira ou peut-être qu'ils feront donner le mot à l'auteur. Parce que je vais leur demander si on pourrait avoir un événement en ligne. Parce que je pense pas je pense que c'est trop risqué de faire venir des personnes de France aux États-Unis qui puissent avoir des médias sociaux dans lesquels il y a des choses peut-être qui plairont pas. Mais je vais demander à POL si on pourrait avoir un événement en ligne avec Louise Rose. Voilà. D'ailleurs, dans ce sujet, Yannick Lahaine n'était pas présente pour accepter son prix de l'Académie française, était coincée aux États-Unis pour raison de visa.
visiter son. Je viens de lire ça cet après-midi. Donc voilà, peut-être que Zoom, Ah bon, elle avait Zoom, besoin ça d'un marche visa. bien, non? D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, bonne soirée, bon week-end. Faites attention, il va faire très, 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 très froid. Donc, et puis pour ceux d'entre vous comme Catherine, merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis la Colombie. Et la semaine prochaine, samedi prochain, donc nous aurons un autre événement en ligne, un événement important sur les femmes, justement, le tribunal international donc des violences faites aux femmes. C'est les 50 ans du tribunal, si je me souviens bien. Donc, ça sera depuis la France, puisque l'auteur du livre qui sort sur ça, qui normalement est une professeure affiliée à l'Institut français des Amériques de Georgetown University, eh bien, son visa n'a pas été renouvelé et donc elle n'a pas pu revenir aux États-Unis pour le deuxième semestre. Voilà. Wow, Donc, tendance. diversity and Et, equity, ça s'appelait et ça. votre interlocutrice, Michel, Et Michel est, sera est là. Michel était une grande traductrice amie et de l'Alliance et de Bonjour Books. ouais. Elle J'ai était vraiment hâte de traductrice l'écouter. pendant le tribunal il y a 50 ans, donc elle est un des témoins qui, en quelque sorte, de ce qui s'est passé dans ce tribunal des femmes. Voilà. Très bien. Bon week-end et faites attention, il va Merci faire froid. Sarah, Bon merci pour week-end tout à et merci à tout tous. le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.